À la dernière capsule, on a appris à calculer la position du centre de masse d'un objet complexe. Dans cette capsule-ci, on va voir à quoi ça sert en fait de savoir il est où le centre de masse, puis comment on peut s'en servir pour, dans le fond, calculer ou voir le mouvement d'un objet. Donc, on va parler en fait du mouvement du centre de masse. On va commencer ici avec un système constitué de trois particules, alors qui sont représentées là. Les particules exercent des forces entre elles. Ça pourrait être des forces électriques, par exemple, des forces d'attraction électrique. Supposons que c'est des particules chargées. Mais en fait, peu importe le type de force que c'est, ça pourrait être des forces d'adhésion aussi. On pourrait imaginer qu'ils sont retenus par une espèce de tige, quelque chose comme ça. Donc, par exemple, la masse 1 et 3 exercent une force l'une sur l'autre. M1, M2 également. Donc, on a un système avec des forces internes, puis également des forces extérieures. Donc, vous voyez par exemple ici que F1, c'est pas la résultante de F1.3 puis F1.2. C'est une autre force ici. Donc, ça, c'est des forces extérieures. Donc, on a une somme de forces intérieures et extérieures. Maintenant, à la dernière capsule, donc on a appris à calculer la position du centre de masse. On disait par exemple XCM égale somme de M1 à X1 plus M2X2 plus M3X3, etc. sur la masse totale. Ici, on va se mettre en trois dimensions. Donc, je remplace le X par R, tout simplement. Donc, on aurait les composantes en X, en Y et en Z. Donc, ça serait notre formule pour trouver la position du centre de masse. Il est représenté ici d'ailleurs sur le schéma, c'est le petit point rouge qui est là. Ensuite, si je m'intéresse à la vitesse du centre de masse, donc la vitesse du centre de masse, comment je pourrais la trouver? Il s'agirait de dériver la formule qui est en haut. Vous voyez, si je dérive ça, dRCM dt, c'est la dérivée de la position du centre de masse, c'est donc bien ce que je cherche, la vitesse du centre de masse. Alors si je dérive ici, ça veut dire que je dérive de chaque côté de l'équation. Donc en fait, puisque ça c'est une somme, je vais dériver chacun des termes. Mais dans chacun des termes, les masses, c'est des constantes. Donc, en fait, je me retrouve avec ceci. Ensuite, bien, dr dt, c'est la vitesse de, mettons que c'est R1, ça veut dire que c'est la vitesse de la particule 1. La particule 2, ça va être la même chose, etc. Donc, en fait, la formule qui est en haut, ça va devenir dr dt, ça va devenir V. Donc, on va avoir mi fois vi. Vous remarquez qu'il me manque la masse au dénominateur. Je l'ai envoyé en haut avec la CM qui est là. Parce que chaque terme est divisé par la masse totale. Donc, en fait, je peux la mettre en évidence puis l'envoyer de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec ceci. M, vitesse du centre de masse, donc la masse totale fois la vitesse du centre de masse, égale la somme des masses fois vitesse. Or, qu'est-ce que c'est le produit de la masse par la vitesse? C'est la quantité de mouvement. Donc ici, j'ai la quantité de mouvement de chaque particule. Puis de l'autre côté, si je prends la masse totale fois la vitesse du centre de masse, je vais l'appeler ça PCM. Donc en fait, ça serait la quantité de mouvement du centre de masse. Autrement dit, c'est comme si j'avais un objet sur le centre de masse qui aurait la masse totale, donc le M majuscule, et qui se déplacerait donc avec une certaine vitesse. Ce serait donc la quantité de mouvement du centre de masse. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est pas si étonnant en fait. Là, ça dit simplement que si on veut la quantité de mouvement du centre de masse, évidemment, la quantité de mouvement du centre de masse, c'est une construction théorique parce que centre de masse, comme dans ce cas-ci, c'est un point, le centre de masse. Il n'y a rien à cet endroit-là. Mais on peut quand même désigner ça comme étant la quantité de mouvement du centre de masse. Alors, c'est la somme des quantités de mouvement de chacun des objets qui composent le système. Alors, on repart ici, j'ai juste remis la dernière équation qu'on a obtenue. Et puis maintenant, on va faire deux cas particuliers. Premier cas, si la force extérieure est égale à 0. Autrement dit, s'il n'y a aucune force extérieure qui intervient sur mon système, j'ai juste des forces intérieures. Eh bien, dans ce cas-là, on a déjà montré, quand on a parlé de la conservation de la quantité de mouvement, que quand on avait un système isolé et qu'il n'y avait pas de force extérieure dessus, la somme des quantités de mouvement était constante. Elle est conservée en fait. Donc, si la quantité de mouvement ou la somme des quantités de mouvement est constante, ça veut dire que, selon la formule qui est là, PCM va être constante aussi. Donc, la quantité de mouvement du centre de masse, c'est une constante. Et ça veut donc dire que la vitesse du centre de masse
va être constante puisque la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Alors la masse, bien sûr, ne change pas. Ça veut dire que la vitesse est constante également. Donc, on conclut que pour un système complexe, s'il n'y a pas de force extérieure qui intervient dans le système, la vitesse du centre de masse va être une constante. Alors, ce que je voulais démontrer avec le montage que j'ai ici, c'est que tant qu'on n'exerce pas une force extérieure sur un objet, son centre de masse, s'il est immobile, ça va être le cas ici, va demeurer immobile. Donc, l'objet en question, ça va être le rail qui est là, donc je le mets en équilibre, comme ceci sur un morceau de plexiglas. Je vais essayer de trouver un équilibre un peu mieux que ça, voilà. Ensuite, je vais prendre deux chariots, dont un contient un ressort. Donc, vous voyez ici, j'ai un ressort que je peux déclencher comme ceci. Donc, ça va créer une force d'explosion, en fait, puisque les deux chariots vont être mis comme ceci. Alors, quand je vais déclencher le ressort, ça va créer une espèce d'explosion, entre guillemets. Alors, je m'arrange ici pour que ce soit à l'équilibre. Donc, on est à l'équilibre, le centre de masse ne bouge pas. Maintenant, si je déclenche le ressort, alors, on va reprendre maintenant la même démonstration que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va avoir deux chariots de masses différentes. Donc, je vais ajouter des masses dans le chariot de gauche, comme ceci. Alors, je vais retrouver l'équilibre, comme ça ici. Donc, le centre de masse est parfaitement au-dessus du plexiglas. Ensuite, on y va. Vous remarquez que lorsqu'un des chariots arrive au bout du rail, l'équilibre est rompu. La raison de ça, c'est que le chariot vient en collision avec le rail. Or, le rail fait partie lui-même du système. Alors, quand le chariot frappe le rail, il repart dans cette direction-là. Il faudrait que le rail se déplace dans cette direction-là pour maintenir le centre de masse au même endroit. Donc, il faudrait que le rail soit libre de se déplacer pour que le centre de masse reste toujours au même endroit. Mais comme le rail, il ne peut pas se déplacer sans faire tomber le bloc de plexiglas, bien à ce moment-là, le bloc de plexiglas va tomber et l'équilibre va être rompu. Alors ici, je reprends l'expérience, mais j'ai ajouté une masse de 200 grammes à cette extrémité-ci, de manière à décaler un peu le centre de masse pour laisser plus d'espace à ce chariot-là, vu qu'il va plus vite. Celui-là, il va avoir un petit peu moins d'espace. Alors on y va comme ça. On va faire ici un petit exemple numérique pour illustrer ce qu'on vient de voir. Le problème est le suivant. On a un bonhomme dans un canot qui flotte sur l'eau. On a les masses ici. La masse du bonhomme, c'est 72 kg. La masse du canot, c'est 57. On suppose le canot uniforme, c'est-à-dire qu'il est symétrique de chaque côté, de telle sorte que son centre de masse au canot, il va être situé en plein en son centre. On a également les dimensions. Donc, la longueur totale du canot, c'est 0,75 plus 0,75, ça fait 1,5 plus 2,5, donc ça va faire 4 mètres. Donc, la longueur totale du canot, c'est 4 mètres. Qu'est-ce qu'on a indiqué là, ici, à 75 cm de chaque extrémité? C'est que le problème, c'est le suivant. C'est qu'on dit le bonhomme, il est situé ici, donc à 0,75 de l'extrémité au départ, puis il est immobile. Donc, il est immobile, le canot aussi. Et là, le bonhomme, il décide de partir, puis de marcher jusqu'à l'autre point qui est situé à un autre 75 cm, mais de l'autre extrémité. Et la question, c'est de combien va bouger le canot pendant ce temps-là. Donc, on suppose que, par exemple, mettons qu'ici, le canot il est à côté sur un mur au début. Là. Donc, on a un mur à quelque part ici. Le canot il est à côté là. Puis le bonhomme, donc, il commence à marcher comme ça. Alors, dans le fond, le principe qu'on vient de voir, c'est que lorsqu'il n'y avait pas de force extérieure sur un système, la vitesse du centre de masse, elle est constante. Or, dans ce cas-ci, la vitesse initiale du centre de masse, c'est 0, parce que ça ne bougeait pas, c'était au repos au début. Alors, ça veut dire que quand le bonhomme va se mettre à marcher, le centre de masse va rester au repos. Donc, il ne bougera pas. Bien sûr, le bonhomme, lui, va bouger, le canot aussi, mais le système complet ne bougera pas.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la position du centre de masse au début, c'est-à-dire lorsque le bonhomme était ici à 75 cm de l'extrémité gauche, puis on va dire ce centre de masse-là, il va rester à cet endroit-là. Donc, on y va comme ça. Je vais prendre le mur, tiens, comme référence. Alors, x égale 0, ça sera le mur. Puis, pour me simplifier la vie, je vais mettre mon axe vers la gauche. J'ai le droit de faire ça. Ça fait que tout va être positif. Donc, comme ceci. Je trouve donc la position de mon centre de masse. Alors, je fais M1 x1 plus M2 x2 sur la masse totale. Je le fais dans la situation initiale, donc quand le bonhomme était ici au point 1. Tiens, je vais l'appeler comme ça. Alors, disons que le 1, ça sera mon bonhomme, donc 72 kg. Sa position initiale par rapport au mur, ça va donc être 2,5 plus 0,75. Alors, ça sera 3,25 mètres. Ensuite, on va avoir le canot. Le canot, lui, sa position initiale par rapport au mur, c'est son centre est au centre du canot, là, donc qui est à 2 mètres en fait. Donc comme ceci. Puis ensuite, la masse totale qui sera 72 plus 57. Donc on peut calculer la position de notre centre de masse initial. Alors ça donne 2,7 mètres. Donc 2,7, ça veut dire à quelque part ici, là, bon, on serait à quelque part ici pour la situation initiale. Alors maintenant, quand le bonhomme va marcher, il va s'en aller en avant, mais on se doute que le canot, lui, il va reculer pour compenser, parce qu'il faut que le centre de masse reste au même endroit. Ce qu'on pourrait faire, ça serait peut-être le redessiner le canot. Donc supposons qu'il a reculé ici. Je vais juste le représenter par un rectangle. Tiens, mettons, il est à quelque part d'ici. Il a reculé par rapport au mur d'une distance D. Tiens, je vais l'appeler comme ça. Mais notre bonhomme, lui, il s'en vient jusqu'ici. Donc jusqu'ici, c'est-à-dire à 0,75 mètres de l'extrémité de son canot. C'est là qu'il va finir à la fin. Donc le D, on va s'en servir pour remplacer nos X. Alors dans le fond, là, je m'en vais écrire mon équation à nouveau. Donc XCM égale M1 X1, mais je vais mettre X1' pour dire qu'on est rendu dans la deuxième situation. Même chose pour l'autre, je vais marquer X2', voilà, sur la masse totale. Et puis là, je vais remplacer. Donc, notre centre de masse, on disait, il ne bouge pas. Donc, ça sera 2,7. Le bonhomme, il y a toujours une masse de 72. Son X1', il faut toujours que ça soit par rapport au mur. Alors, s'il est à 75 cm de l'avant du canot, son X1', ça va être D plus 0,75. Donc, je vais écrire ici D plus 0,75. Ensuite, je fais le même genre d'exercice pour le canot. Alors, le centre de masse du canot, il est à 2 mètres de son extrémité, mais son extrémité est à une distance D du mur. Donc, on va avoir ici D plus 2. Puis en bas, on a toujours la masse totale. Alors, dans le fond, j'ai un peu d'algèbre à faire. Le 72 va être distribué, le 57 aussi, mais on n'a que D comme distance inconnue. Donc, on est capable de l'isoler. Alors, ça donne 1,4 m comme distance D. Est-ce que ça a du bon sens, 1,4 m? Ben, si on a 1,4 m pour D, ça veut dire que le bonhomme il est rendu à 1,4 plus 0,75, donc 2,15 mètres du mur, alors qu'au début, il était à 3,25. Donc, il s'est déplacé de 1,10 m environ, donc 1,10 m. Le canot, lui, se serait déplacé de 1,4 m en fait, donc un peu plus que le bonhomme. Mais c'est normal puisque le canot a une masse un petit peu plus petite que le bonhomme, alors c'est normal qu'il parcourt une distance un peu plus grande. Donc ça a du sens comme déplacement. Alors on a vu le cas où la force extérieure est égale à 0. Maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce qui arrive si la force extérieure sur notre système n'est pas égale à 0? Donc qu'est-ce qui va arriver? Alors on va commencer par calculer la somme des forces. Alors si on fait la somme des forces dans notre système, donc on fait la somme des forces sur chacune des masses en question, et on sait que si je fais la somme des forces sur la masse numéro 1, ça va me donner sa masse fois son accélération.
Si je fais la somme des forces sur l'objet 2, ça va me donner sa masse fois son accélération. Même chose pour l'objet 3. Donc, je peux dire que la somme des forces sur chacune des masses, ça donne la somme des MA sur chacun des masses. La somme des FI, donc le deuxième terme ici, la somme des FI, ça veut dire que je m'en viens sur M1, puis je fais la somme des forces qui s'exercent dessus. Je fais la même chose sur M2, etc. Mais quand je vais faire toute ma somme ici, c'est sûr qu'il y a des forces qui vont s'annuler. F12 va annuler F21 parce qu'ils sont égales en sens opposé. C'est la troisième loi de Newton. Même chose avec F13, il va annuler F31. Donc, autrement dit, les forces d'interaction internes vont toutes s'annuler. Et il va rester seulement les forces externes. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que ça ici, somme des FI, ça va donner seulement la somme des forces externes. Autrement dit, j'ai là-dedans juste les forces extérieures, je n'aurai pas besoin de tenir compte des forces internes. Ensuite, le somme des MI/AI qui est là, l'accélération, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de la vitesse. Donc, je peux le remplacer ici par la dérivée de la vitesse. Ensuite, on peut inclure les masses là-dedans, puis MV, c'est la quantité de mouvement. Alors, ça devient la somme des dérivées des quantités de mouvement. Or, je reviens à la formule qui est en haut, qu'on avait démontrée au tout début de la diapo. La somme des quantités de mouvement, c'est égal à la quantité de mouvement du centre de masse. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la dérivée de la quantité de mouvement. Ça veut dire que si on dérive de chaque côté cette équation-là, on peut donc remplacer notre somme ici par la dérivée de la quantité de mouvement du centre de masse. Autrement dit, on a montré que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement du centre de masse. Puis, la quantité de mouvement du centre de masse, c'est la masse totale fois la vitesse du centre de masse. Et donc, la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Alors, ça devient ceci. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? En fait, cette équation-là est importante parce qu'elle nous dit que quand on a un système constitué de plusieurs objets, puis qu'on exerce dessus des forces extérieures, bien, on peut faire la somme des forces extérieures. Donc, on néglige les forces d'interaction entre les particules, entre les composantes du système, et ça donne la masse totale du système fois l'accélération du centre de masse. Autrement dit, le système agit comme si c'était une particule qui était concentrée en son centre de masse. Donc, ça va être très utile pour la dynamique. On peut, pour la translation, considérer uniquement le centre de masse comme s'il y avait une particule unique à cet endroit-là. Dans la vidéo qui est ici, on va démontrer exactement ça. Le monsieur qui est là va lancer une raquette de tennis. Une fois que la raquette est lancée, elle est soumise à une seule force extérieure qui va être la force de gravité. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on lance la raquette, on la voit ici au ralenti. Donc, la raquette fait un mouvement de rotation et de translation. On va relancer encore la raquette et on va se focusser sur le bout de la poignée. Alors, vous voyez en jaune ici, on met la trajectoire du bout de la poignée. Alors voilà, ça donne ceci, une trajectoire un peu loufoque, donc un petit peu difficile à décrire. Cette fois-ci, on va se focusser sur le centre de masse. Alors, le centre de masse il est ici, et là, on suit le centre de masse. Et comme vous pouvez voir, c'est une belle trajectoire parabolique. Autrement dit, si on suit le centre de masse, c'est exactement comme si on avait une particule, un point qu'on avait lancé, et ça suit la trajectoire parabolique. Ensuite, on va reprendre même une autre expérience ici. Mais, alors ici, on vient focuser la caméra sur le centre de masse et on suit la poignée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une rotation. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement de la raquette, c'est deux mouvements superposés. Le centre de masse qui décrit une trajectoire parabolique, puis autour du centre de masse, on a une rotation.